table. Une émission proposée par Hype FM. Une braderie et un salon du livre, celui-là, de Alfortville. Voilà ce que nous vous proposons de découvrir ce matin dans notre émission Carte sur table qui se déroulera en 2 temps et qui s'ouvre sans plus tarder sur l'événement qui aura lieu le week-end prochain au collège Samuel El Mourat de Sèvres. Vous l'avez compris, il s'agit de la braderie de Chêne, la 25e du nom, qui va permettre à cette organisation de recueillir les fonds nécessaires à la poursuite de ses actions au Radabar, en Arménie et ailleurs. Pour en parler, je reçois ce matin 3 de ses membres. Zahmi Torossian, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Ohan Toufanian, bonjour. Bonjour. Et Ovanes Kulcheyan, bonjour. Bonjour. Alors cela fait donc 25 ans que vous nous invitez à donner un sens à nos cadeaux. Je reprends là le slogan de la braderie que nous allons présenter dans un instant. Surtout les produits d'artisanat qui font la particularité de la braderie de Chêne, et nous verrons ça avec vous, Zahmi Torossian. Oui. Mais tout d'abord, nous allons parler des réalisations que Chêne a menées à bien depuis sa création, et c'était il y a 27 ans. Alors, dans les grandes lignes, les grandes actions phares de Chêne, mais peut-être même revenir à la genèse. Pourquoi Chêne, il y a 27 ans? Ohan Toufanian. Pourquoi tout simplement parce que au moment où s'est déroulé le tremblement de terre, nous étions un certain nombre à nous interroger pour savoir que faire à distance. Beaucoup étaient engagés dans des organisations de défense de la cause arménienne. Et puis, il y avait la possibilité de faire de l'humanitaire exclusivement, comme ça s'est fait au moment du tremblement de terre, et nous avions choisi une autre voie, celle qui consistait à faire un mélange des deux, finalement, et à s'investir sur l'Arménie auprès des populations, pour essayer de fixer un peu les populations sur les frontières, parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque, nombre des frontières d'Arménie étaient peuplées, non pas dans les villages, non pas d'Arméniens, mais d'Azéris, ou de Turcs, Mesquet. Et la même chose au Radabar. Et donc, l'une des premières actions que nous avons faites est une action de publication d'une carte dans laquelle nous démontrions la situation précaire, finalement, du Radabar, où progressivement les villages arméniens étaient, grâce, je dirais, à cause de la politique menée par les autorités azéries, qu'elles soient soviétiques ou pas soviétiques d'ailleurs, était de finalement encercler les villages arméniens pour forcer les Arméniens à partir. C'est exactement la politique qui a été menée au Nakhichevan. Il faut se souvenir que au début de l'ère soviétique, 71% de la population du Nakhichevan était arménienne, et qu'à la sortie du régime soviétique, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que la population arménienne du Nakhichevan avait totalement disparu. C'était donc la piste que les autorités azéries avaient sans doute voulu mettre en œuvre sur le Radabar. Et donc, de fil en aiguille, nous en sommes venus à nous investir sur et les villages frontaliers en Arménie et le Radabar, entre autres. Mais surtout pas dans les villes. Donc le repeuplement des villages frontaliers. Alors vous disiez, à cette époque-là, beaucoup d'organisations étaient engagées sur le versant cause arménienne. Là aussi, on est en plein, évidemment, dans la cause arménienne quand il s'agit d'éviter que des villages se dépeuplent et qu'il n'y ait plus de vie aux frontières, parce qu'on ne cesse de le dire, effectivement, la vie aux frontières est très importante, puisque c'est ce qui va permettre de faire tampon. Et la vie dans ces villages-là est beaucoup plus difficile qu'ailleurs, beaucoup plus difficile qu'en ville. Donc il a fallu aussi donner à ces villageois les moyens de vivre, de rester sur place. Très compliqué. Très, très, très compliqué, puisque, faut le dire très clairement, il est très difficile de faire venir des gens des villes à la campagne, parce que bon, il y a un mode de vie qui est différencié de manière très importante, et donc les tentatives que nous avons faites ont plus ou moins réussi, il faut dire les choses comme elles sont.
notre plus belle réussite est sans doute le village de Yernajul, qui est à la frontière entre la Géorgie, la Turquie et l'Arménie. Donc c'est le dernier village quasiment dans le nord de l'Arménie, le nord-ouest de l'Arménie, où on a reconstruit des maisons qui avaient été détruites, une quinzaine de maisons, et où on a fait s'établir, en les aidant, des familles, 15 familles qui se sont installées. On a rénové également l'ancienne école qui existait pour en faire non plus une école parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enfants, les enfants allant dans le village d'à côté, mais on l'a converti cette école en colonie de vacances l'été pour les enfants défavorisés de Gümli. Voilà. Ça, c'est la plus belle réussite. Il y en a eu d'autres. Alors, un programme qui a duré de 1995 à 2000, donc qui a duré quand même suffisamment longtemps pour montrer, parce qu'on n'arrive pas à un tel résultat. Très cher. Quand je dis très cher, c'est en main d'œuvre et financièrement, puisque pour accéder à Yernajul, il faut passer par Amasya. Pour ceux qui ont un peu tourné en Arménie, vous verrez que il y a plus de route. On est sur des pistes. C'est extrêmement compliqué. L'hiver, il fait très froid, et donc on a reconstruit des maisons, on a amené l'irrigation pour que les gens aient l'eau potable et l'eau courante chez eux. Donc on a installé des sanitaires dans toutes les maisons et on a électrifié la totalité, ce qui fait que il y a une vie qui s'est faite, pas aussi bien que ce que nous aurions souhaité, c'est sûr, mais il y a une vie qui s'est recréée. Alors vous avez construit ou reconstruit des maisons, construit ou reconstruit aussi des lieux de soins avec des dispensaires qui ont été mis en place, des écoles effectivement pour accueillir les enfants, trouver aussi des occupations, du travail pour ces nouvelles familles qui acceptent de s'installer dans ces villages frontaliers. Qu'est-ce qu'on propose comme activité pour que les gens restent sur place ? C'est en partenariat avec ce qui se fait à côté, avec les collectivités locales, territoriales. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le travail que nous, Chaîne de France, faisons, nous le faisons en commun avec une organisation sœur, Chaîne Arménie, et Chaîne Géorgie également. Et que la méthode de travail, c'est entre nous de trouver des projets et de fabriquer des projets ensemble et surtout de les financer d'ici, sachant que Chaîne Arménie a d'autres projets que ceux que nous menons avec l'aide d'un certain nombre d'ONG européennes et américaines. Ils ont des investissements beaucoup plus importants que ce que nous faisons. Mais c'est toujours en concertation, c'est ça que vous voulez dire? En concertation pour les projets qui sont faits au nom de Chaîne France. Ceux qui sont faits au nom de Chaîne Arménie exclusivement, c'est leur responsabilité, ils ont leur indépendance. On comprend bien. Alors, Chaîne, pour ceux qui suivent l'aventure de votre organisation depuis sa création, c'est aussi les fruits secs, parce qu'on se souvient qu'à l'origine, il y avait eu je sais pas comment ça s'appelle, une usine de séchage de tomates et d'abricots, et on se souvient avec émotion de la première fois où vous nous aviez parlé de la première production. Qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Alors, fruits secs, c'est fruits, ça veut dire verger. Tout simplement, nous avions donc Chaîne Arménie, Chaîne France, pris la décision de cultiver du bio en Arménie. Or, pour cultiver du bio, il a fallu trouver des terrains qui étaient vierges, là où il n'y a pas eu d'exploitation agricole, parce que dans l'ère soviétique, l'exploitation agricole, c'était un grand renfort de produits pas du tout naturels qui étaient déversés sur la terre, et donc on a installé des vergers pour lesquels il a fallu retirer les pierres du sol sur au moins 20 cm d'épaisseur et planter des arbres. Alors j'ai quelques chiffres qui montrent l'intérêt, parce que maintenant les arbres ont grandi et ils produisent. On a installé sur le village de Lusakon 4000 arbres sur 40 hectares. Sur le village de Chenig, 8000 arbres sur 50 hectares, et sur le village de Alkina, 10 000 abricotiers sur 70 hectares. Et à côté de ça, on a monté, à l'exemple de ce qu'une ONG grecque nous avait montré, des séchoirs naturels. On en a monté 32 en Arménie qui permettent aux paysans qui produisent ces fruits et ces tomates de les faire sécher et de les commercialiser. Mais avec un label bio ? Alors, pour une partie, un label bio, ouais. Qui a été obtenu, qui a été conservé et qui le label est conservé, et on est un peu un poisson pilote en Arménie sur le bio.
avec des difficultés parce que le bio ça marche plus en Occident que ça peut marcher en Arménie où il y a d'autres nécessités, mais le bio existe. Alors justement, ça m'amène à faire une parenthèse sur la braderie qui aura lieu le week-end prochain. Ces produits bio ou pas, ces fruits séchés sont vendus à la braderie Zalmout de Rossian. Oui, ils sont vendus. Nous avons un stand épicerie et produits d'Arménie assez conséquent. Et ils sont vendus le samedi et le dimanche au cours de notre braderie. Avec également une dégustation qui est proposée pour qu'on puisse apprécier leur... Aussi une dégustation. Je crois qu'il y en a aussi au bar buffet, en assiette, enfin voilà. Et c'est très apprécié. Très. Il y a aussi des confitures, des jus de fruits, voilà. Mais qui sont aussi fabriqués par les ateliers mis en place par chaîne. Pas forcément, non. Mais ce sont des produits purement arméniens que nous faisons venir d'Arménie. D'accord. Voilà. Au moment de la braderie. Mais pour les produits, je vais dire estampillés, chaîne. Ce sont les abricots secs, les tomates séchées. Il y a aussi des pommes et d'autres fruits, des pêches, des poires séchées. Voilà. Ça donne envie. Ça donne envie, oui. Alors ils sont excellents d'ailleurs, de qualité. On va retourner à la braderie dans un instant, mais on va poursuivre sur ces réalisations menées depuis 27 ans. Alors, on va pas rentrer évidemment dans tous les détails, mais on va esculcher en vous qu'est-ce qui vous marque de ces 27 années de réalisation en Arménie et au Haut-Karabakh, parce qu'il y a des projets qui sont plus touchants que d'autres peut-être, parce que vous allez sur place en plus, vous suivez vos réalisations. Oui, bien sûr, nous allons sur place et nous apprécions en plus le travail effectué par nos amis de chaîne en Arménie. Ce qui marque le plus, c'est de garder cet objectif de maintenir ces populations dans ces villages frontaliers. C'est l'essentiel de notre motivation lorsqu'on va donc sur le terrain et que l'on voit les conditions dans lesquelles vivent ces populations. On est à même de se demander d'ailleurs comment ils peuvent survivre là-bas. Et l'objectif, évidemment, le nôtre, est de les aider pour qu'ils restent sur place. Que ce soit en Arménie, que ce soit au Karabakh, et à titre d'exemple, puisque nous sommes allés, également au Djavar, puisque on ne parle pas de villages frontaliers, mais les conditions des Arméniens du Djavar sont également extrêmement difficiles. C'est pour ça que notre association Sœurs Chaîne Géorgie prend en charge quelques projets d'amélioration des conditions de vie des Arméniens du Djavar. L'essentiel, l'émotion, c'est de retrouver la satisfaction du peu. Pour certains diront pas beaucoup, mais pour nous essentiel de ces missions-là. Donner un toit et offrir des soins, un lieu de soins à des habitants, c'est pas peu, c'est la vie, quoi. Ouais, on ne peut pas dire que c'est peu. C'est pas peu, surtout si on ne se fait pas d'illusions sur la publicité qui avait été faite par le régime soviétique et puis y compris après par les autorités actuelles sur la situation sanitaire du pays qui est catastrophique. On a été amené à refaire entièrement, quasiment même à faire le dispensaire de Nevkin Pazmapel qui est à peu près 35 km de Yerevan. On a refait de fond en comble, c'est-à-dire sur un ancien immeuble, nous avons refait le gros œuvre, la toiture, on a amené l'eau, on a amené des équipements pour une population qui est à minima de 5000 personnes aux alentours, c'est-à-dire qui n'a rien. C'est une expérience à vivre d'ailleurs que d'aller visiter un hôpital, non pas à Yerevan pour ceux qui ont été refaits ou le nouvel hôpital de Stepanakert qui est magnifique, mais d'aller dans les campagnes pour aller voir quel est l'état d'un hôpital ou d'un dispensaire. C'est une catastrophe. Et donc, on s'est investi, ce qui nous a aussi coûté des années de travail, parce que ça n'a pas pu se faire en une seule année, sur
C'est à côté de Tallinn, finalement, Delkin Pasmapert. Et c'est une population assez intéressante, puisque c'est une population c'est une population de Sasunsi. Les Sasunsi, lorsqu'ils sont partis de Sassoun, sont arrivés dans cette région, c'est la région de Tallinn, et ils se sont installés là. Donc c'est avec eux que nous avons travaillé pour installer ce dispensaire. Alors effectivement, vous parlez de la région, donc la région de Tallinn. Vous avez débuté, on va dire, dans la région de Meri, au sud, dans plusieurs endroits comme ça. C'est quand même un peu là le lieu emblématique. Bon, la région de Golis. Il n'y a pas de lieu emblématique. Ce que nous constatons au fur et à mesure des années, puis la revue des projets réalisés, sont des projets qui contournent en fait les frontières en fait pour l'essentiel, excepté comme l'a dit Ohan tout à l'heure, le dispensaire de Delkin Pasmapert. Donc que ce soit Meri avec le démarrage effectivement, mais et surtout Oralabar avec les villages. Et pour continuer sur les émotions donc de tout à l'heure, nous avons il y a 2 ans refait toutes les toilettes de l'école Hadrout pour les personnes qui ont visité l'Arménie durant des années, même avant l'indépendance. C'est un sujet qui revient, je dirais presque tout le temps. Les toilettes. Les sanitaires. Et nous avons donc réussi à refaire toutes les toilettes de cette école qui comprend à peu près 500-600 élèves. 600 personnes, 600 élèves. 450 enfants. Et ça a été un travail un peu de longue haleine. C'est un exemple qui nous a beaucoup marqué. Les toilettes de cette école-là étaient à l'extérieur. Donc en plein hiver, vous vous rendez compte, on se rend compte les enfants sortir et aller aux toilettes, des toilettes que peut-être personne d'entre nous, enfin peut-être les adultes connaissaient ici en France avant-guerre. Et nous avons eu alors, évidemment la satisfaction de réaliser les toilettes à l'intérieur et réussi malgré quelques obstacles à faire détruire les toilettes de l'extérieur. Et ça, c'est un succès, bon, peut-être mineur pour certains, mais qui nous a bien rempli de joie lorsqu'on a été visiter l'école. Non, c'est pas mineur. Je rappelais juste, rappelons qu'il y a quelques jours, c'était la journée internationale des toilettes, pour rappeler que dans le monde, il y a un pourcentage inimaginable d'habitants qui n'ont pas accès à des sanitaires en bonne et due forme, et que c'est un véritable problème de santé publique, car c'est vecteur de maladies, que les enfants dans les écoles ne peuvent pas accéder à des sanitaires propres, vont ensuite développer des pathologies graves pour certains. Donc réhabiliter, reconstruire des toilettes dans une école, on a envie de dire que c'est la première pierre à apporter à l'édifice, même si ça peut paraître secondaire. Non, donc c'est important de rappeler cette action. Alors, pour parler un peu chiffres, toutes les actions que vous menez depuis la création sont évaluées à plus d'1 million d'euros, d'après vos estimations, et 500 000 euros de matériel, donc ça veut dire plus 1,5 million en tout, mais c'est en dessous, c'est loin du compte. Ou c'est non ça on peut dire que ça reflète 1,5 million, on est aux alentours de ce que l'on a dépensé. Donc depuis 27 ans et 1,5 million dont ce qui a été débloqué pour les actions qui ont été réalisées depuis la dernière braderie. Donc on va rentrer un peu dans les détails de ce que vous avez fait et bien sûr voir ensuite, après avoir fait un détour par Sèvres, quels sont vos projets à venir. Alors, depuis la dernière braderie de Chêne, vous avez mené différentes opérations en Arménie et en Artsakh. On commence par où? Ohan Toufanian, Vanis Kutcheyan? On peut évoquer un certain nombre de choses qui ont été faites. C'est toujours à cheval, parce que dans les régions un peu froides pour les travaux, on entame une année et puis on termine sur le restant.
En 2015, on avait retapé dans le village de Cherej. On n'a pas retapé, on a fabriqué un jardin d'enfants, mais un jardin extérieur avec des jeux, sur un ancien terrain vague, là où les enfants maintenant peuvent jouer et où, pas seulement les enfants, finalement, les photos qu'on a rapportées montrent que les grands-parents sont présents maintenant pour prendre l'air sur ce jardin d'enfants. On a également sur d'autres villages, ça c'est au Radabar. Dans quelle région ça se trouve, le village de Cherej? Comment? Il se trouve dans quelle région? Cherej, c'est... dans la région de Maltaquet. Un peu, ouais. On se rapproche de Maltaquet, oui. Il y a le village de Chartage où là, comme dans d'autres villages, on a essayé de remettre à niveau une salle des fêtes qui était une antiquité et là, on partage le travail avec la population locale ou avec la communauté locale, c'est-à-dire qu'une partie est assumée par eux-mêmes et nous faisons le restant. Et donc sur Jalta, nous avons financé l'ensemble du matériel qui permet à la salle des fêtes d'accueillir les noces, les baptêmes, les fêtes de village, etc. Donc bancs, tables, etc. Cuisine et toilettes. Et toilettes, toujours. Indispensable. Sinon, ce qu'on a fait depuis l'année dernière, alors, ça c'est un sujet difficile puisque nous avons engagé des actions sur le village de Talish et le village de Mataris. Alors, il faut avoir à l'esprit que le village de Talish et de Mataris, ce sont les deux villages sur lesquels se sont fait l'essentiel des opérations azéries au mois d'avril, et que le village de Talish est aujourd'hui désert, puisque la population n'y est pas, puisque avec le changement de rapport de force, le village est à bout de fusil, finalement, des forces azéries. Et donc, sur le village de Talish, nous avions engagé une action pour refaire une salle de sport, qui aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas abouti. Et puis, ce que vous avez fait a été détruit ou elle est juste... Non, elle n'a pas été détruite puisqu'elle avait pratiquement pas été démarrée. D'accord. Donc le projet est à l'arrêt, mais il n'a pas été alors rasé. le village de Mataris, qui est à quelques kilomètres, à peu près 7 kilomètres de Talish, nous avions refait l'école maternelle qui a été un peu esquintée et par le temps en une année, et parce que les bombes sont tombées à côté, enfin les obus sont tombés à côté, et là la maternelle fonctionne. On l'a visité il y a 2 mois. Donc la maternelle fonctionne. Mais avec. Vous avez procédé à des réparations. Il a fallu quand même. Il y aura quelques intervenir. petites réparations à faire de plafond, mais ça c'est du détail. Les réparations ont été effectuées par les autorités locales. D'accord. Donc l'école sur le restant. Sur le restant. Oui, mais l'école, vous dites, elle a été un peu endommagée par la guerre de 4 jours de. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la toiture qui est endommagée, mais qui porte pas conséquence pour l'immeuble, qui sera elle reprise par les autorités, alors que les autorités ont décidé sur Mataris, alors c'est aussi un campement militaire, Mataris, il faut avoir ça à l'esprit, on refait la totalité de l'école communale et des maisons individuelles qui étaient sur Mataris. Il y a eu vraiment un travail fait par les autorités extraordinaire. Alors ça c'est pour le dur, pour le bâtiment, mais au Radabar vous avez également apporté un soutien à la défense, je veux dire. Oui, exact, puisque étant donné lorsque les événements se sont déroulés, nous avions évidemment conscience que nous étions et à Talish et à Mataris, et à la suite de la demande de Chaîne via Chaîne Arménie, des besoins du village, nous avons déjà lancé une opération de collecte juste après les événements, avec le nom Solidarité Radabar, et nous avons collecté
plus de 23 000 euros. Et nous avions, nous, chaîne France, transmis déjà à la première heure 10 000 euros. À la suite des informations données par les responsables de Talich, dont le maire de Talich, il a été demandé d'avoir une aide bien spécifique pour, disons, la surveillance nocturne. Et à la suite de ça, nous avons donc, avec l'aide de nos amis de chaîne Arménie, acheter des lunettes de vue nocturnes. Des lunettes de vision nocturne. Oui, que notre ami Johan a pu voir lors de son déplacement l'été dernier. Pour aider donc à la protection Tout à fait. de la frontière et de la ligne de front. Donc entre Talich et Mataris, oui. Oui. Ça, c'était donc pour le Radava, et on va venir évidemment tout à l'heure au projet. Mais en Arménie, maintenant, il y a eu la poursuite des travaux à Mardouni et à Berdavan. Donc ça, on est aussi dans la région du Tavouche, dans une zone frontalière. Alors, Martouni, il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit de Martouni, qui est à côté de Djambarak. Parce qu'il y a 3 Martouni entre le Radava et l'Arménie, il y en a 3. Donc là, il s'agit de celui de Djambarak. Et là, dans une école qui est dans un état pitoyable également, on a un projet qu'on est en train d'étudier, de se réserver 4 grandes pièces pour en faire une école maternelle. Voilà, donc ça c'est le chantier en cours qui sera fait. L'étude sera bientôt terminée et qui sera engagée pour que les enfants puissent, je l'espère, pouvoir entrer dans cette maternelle dès le mois de septembre prochain. Voilà. Il y a ça, et puis il y a Martakert, ou alors là il y a une grande école pareille qui, elle, dans un état encore pire que ce que j'ai pu voir à Martouni. On nous a demandé d'intervenir pour une salle de sport, et donc le gymnase qui était sur le côté de l'école va être refait de sorte que les enfants puissent pratiquer un sport en salle sur Martakert. Mais la situation est catastrophique. Alors catastrophique. Pour finir avec ce que vous avez fait en 2015-2016, il y a aussi l'achat de ce tracteur et de l'équipement agricole pour à Berdavan, oui, exact. À la suite d'une sollicitation de chaîne Arménie qui veut mettre en place une coopérative dans cette région-là. La première mesure à prendre, c'était l'achat d'un tracteur. Donc nous sommes tombés d'accord avec chaîne Arménie et nous avons financé donc l'achat du tracteur qui s'est réalisé au mois de septembre dernier. Alors on va quand même récapituler, même s'il n'y a pas la totalité des actions que vous avez réalisées depuis 27 ans sur le document que vous avez édité pour cette 25e braderie, mais donc la rénovation donc de l'ensemble des conduites d'eau aussi pour le village de Mardouni et pour les habitations du village qui ont été menées à bien cette année. L'achat donc de ce tracteur, la rénovation de la salle de sport qui est en stand-by à Talich. Il y a également donc l'école de Madaris, ses lunettes de vue, ça c'était pour la dernière année. Mais auparavant, donc on l'a dit, il y a eu cette mise en place de séchoirs pour les fruits. Ça c'était la toute première action, née en 1992. Il y a eu donc la rénovation d'un dispensaire à Nerkin Khunzoresk, il y a celui de Nerkin Pazmabert, il y a aussi donc la construction de 15 maisons à Irnadjour, 5 maisons à Khonazavare, aussi Nerkin Khunzoresk, et au Rarabar, d'autres actions comme la construction d'un tablier sur le pont de Beltazor qui avait été détruit pendant la guerre. Parce que vous êtes trop modeste, vous ne racontez pas tout ce que vous avez fait, et puis pour ne citer que celle-ci, cette réfection intégrale des toilettes de l'école de Hadrout et des fonds qui ont été envoyés régulièrement aux Arméniens de Syrie, mais également une contribution à la construction en France du collège Kevok Arabian d'Alfortville. Je récapitule tout ça pour redire la somme que ça représente, parce que ça représente donc 1 million d'euros en espèces sonnantes et trébuchantes, sans parler du matériel que vous avez envoyé à hauteur de 500 000 euros. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ça veut dire qu'avec 1 million d'euros, vous avez réalisé tout ça. Donc c'est encourageant. Ça veut dire que parfois, il n'en faut pas beaucoup pour mener à bien de grands projets. Alors,
on va donner encore plus envie à nos auditeurs de vous retrouver le week-end prochain au Vannescultchean. Nous l'espérons en tout cas. Nous appelons. Mais c'est important de le dire. C'est important. Quand même que... je voulais simplement rappeler un peu là. Effectivement, vous avez mentionné cette somme d'1 million et demi d'euros pour vous indiquer un peu l'origine de nos ressources pour pouvoir financer nos projets. Alors il y a plusieurs sources qui existent. Alors évidemment, la principale est la vente des produits lors de la braderie, qui est un événement pour nous annuel et donc important pour nous. Il y a également lors de cette manifestation l'apport des dons, en particulier lors de ce week-end. Tout le long de l'année, évidemment, nous recevons des dons des particuliers, que ce soit annuels ou périodiques. On a quelques dons des entreprises, évidemment, et nous avons également, depuis un certain temps, obtenu des subventions de la part de collectivités avec la présentation de dossiers de projets. Alors, pour représenter un petit peu l'apport des dons et dans notre financement, les dons représentent à peu près, selon les années, entre 30 et 35%. Donc voilà un petit peu l'origine de nos ressources, et on peut, lorsqu'on fait un petit calcul, on parle pas de budget, on parle uniquement de collecte d'argent, et en fonction de nos des années, nous investissons 100% des sommes collectées au projet, étant donné que l'association tourne avec le fonctionnement, les cotisations des membres. Voilà un petit peu les sources permettant de financement. Alors justement, comment on va pouvoir continuer à aider Chênes à mener à bien ses actions? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter comme cadeau, se faire plaisir et aider à la poursuite de vos réalisations, Zalm Mitterrand? Oui, bien sûr. Nous attendons un nombre important d'invités, de personnes, d'amis qui viennent tous les ans, qui sont fidèles depuis 25 ans. Même. Oui, qui attendent avec impatience. Cette date est ancrée maintenant dans les esprits. Et de découvrir ce que vous nous avez déniché en Arménie auprès des artisans et des artistes. Voilà, exactement. La vente a commencé tout au début, en 1992. Nous n'avions pas encore les salons du bâtiment classé, enfin historique du collège. Nous n'avions à notre disposition que le réfectoire, et nous avions pour les objets artisanaux qu'une table de réfectoire, et nous avons une petite table de réfectoire, et nous avons commencé de cette façon. Ce sont d'ailleurs nous n'allions pas en Arménie faire les achats à l'époque, ce sont les amis et les membres de Chênes Arménie qui nous envoyaient ce qu'ils pouvaient acheter auprès de différents artisans, et petit à petit, surtout après les années 94-95, j'ai été en charge, disons, de faire les achats et de prospecter un petit peu auprès des artisans en Arménie, parce que même en Arménie, ce grand vernissage que vous connaissez n'existait pas. Il y avait un lieu autour de la statue de Sarian, au centre, près de l'opéra, où exposaient les peintres, et quelques artisans commençaient timidement, parce qu'ils n'avaient pas encore le droit à l'époque, tout à fait surtout qu'il y avait un salon, disons, officiel, une boutique. Des arts et créations. Voilà, des arts et créations, les artisans ou les artistes peintres déposaient, c'était comme un dépôt-vente, et les touristes allaient dans cette boutique. Mais timidement, les gens ont commencé à sortir de leurs ateliers ou de leur maison et de venir exposer auprès des peintres, mais c'était vraiment très... Et après, petit à petit, la ville de Yerevan a consacré, a dédié cette coulée verte, c'était une ancienne promenade, les lieux du vernissage. C'est un marché à ciel ouvert. Un marché à ciel ouvert qui a pris de l'extension au cours des années, et nous-mêmes, Chênes France, avons décidé petit à petit à aller faire les achats et à prospecter auprès des artisans chez eux, au vernissage, mais aussi
à Gümri, par exemple, ou à à Spidag. Il y avait des ateliers de création à Spidag. Et petit à petit, notre salon de l'artisanat a pris de l'ampleur. Et au départ, j'avais quand même un souci, vu mon attachement pour les arts populaires et l'artisanat, de mettre en valeur, de faire connaître à la communauté arménienne notre richesse, notre patrimoine culturel concernant l'artisanat et les arts populaires arméniens. Ce que l'on ne connaissait pas forcément en France. On était un peu conditionné par ce qui conditionné, c'était les petits souvenirs de l'époque soviétique. On savait qu'il y avait des artistes, mais il y en a un nombre considérable et de grands talents. Et il fallait aussi qu'on aide ces personnes-là parce qu'ils sortaient timidement de chez eux des ateliers, et il fallait aussi à l'époque, la vie était très difficile, leurs ressources étaient moindres, donc on a essayé de les associer à nos projets, enfin à notre action, et de leur acheter. Mais c'était pas, ça n'a jamais été un dépôt-vente, hein, le salon de Chêne. On a toujours payé, acheté auprès des artisans, ce qui leur permettait de vivre aussi plus décemment, enfin, de les aider dans leurs revenus. C'est important de bien préciser ça. Oui, parce que il y a beaucoup d'associations qui font venir des objets et qui rendent après je veux dire, c'est un système de dépôt-vente. Voilà, mais au-delà de cet aspect du dépôt-vente, non seulement en venant faire des achats à la braderie de Chêne, on permet de financer les actions dont on a parlé. Absolument. Mais il y a un double effet quand on achète l'artisanat, puisqu'on aide aussi ces artistes et ces artisans dans leur quotidien, à vivre de leur travail, de leur art. Oui, je peux ajouter une chose, c'est que ces artisans sont devenus presque nos amis, surtout grâce aux relations que les personnes qui vont leur rendre visite tous les ans, mais attendent notre entre guillemets notre commande pour pouvoir vivre décemment et correctement en Arménie. Donc c'est en plus, on parlait d'1,5 million tout à l'heure, cet aspect-là ne rentre pas dans notre compte. Hein. Et il est très très important. Et il est très important que ce soit financièrement et même moralement. Oui, donc il y a un double effet, si vous voulez, une aide aux personnes, aux artistes, et ensuite les revenus ou les gains qui sont à l'issue de ces 2 jours générés, à l'issue de ces 2 journées, sont retournés vers les projets, les réalisations. Et puis symboliquement, quand vous parlez des artistes de Gümri et de Spidag, là on est encore plus dans l'émotion parce que c'est redonner vie aussi à ces villes, des villages totalement détruits par le tremblement de terre. Donc montrer que il y a sur place des forces vives, quoi. Oui, il y a des personnes qui, au lendemain du tremblement de terre, qui ont, d'ailleurs, c'était un Italien qui a installé des villages sur Spidag et qui a créé une école d'art et tradition. Et et ensuite qui a ouvert un magasin, un showroom à Yerevan et qui vendait au profit, mais tout à fait bénévolement. Enfin, c'est l'actuel consul italien. Voilà. Oui, donc il est vraiment tombé amoureux. Absolument, il est resté en Arménie après le tremblement de terre. Oui, je voulais poursuivre sur les différents aspects de la braderie, puisque on a quand même d'autres stands permettant. Alors attendez, juste avant de terminer, avant de passer aux autres aspects. Donc pour ce stand de l'artisanat, enfin c'est même pas le stand, puisque c'est tout le bâtiment historique, l'étage qui est occupé, les anciens salons. Vous nous proposez donc beaucoup de céramique, évidemment, beaucoup de sculptures, des tableaux, des bijoux. Oui, je veux dire, l'art traditionnel s'étend sur beaucoup de disciplines. Évidemment, il y a l'orfèvrerie, donc qui va vers la bijouterie, évidemment, mais l'orfèvrerie, c'est un art ancestral arménien. La sculpture,
la sculpture sur pierre, sur tuf, sur felsite, etc., sur granit même, donc qui concerne les khatchkars et certaines sculptures, aussi la poterie céramique. Nous avons des potiers depuis l'Antiquité en Arménie, et la broderie. Elles excellent, nos brodeuses. Elles excellent. Elles exposent d'ailleurs à Moscou, certaines en Chine. Je veux dire, et c'est reconnu ici en France quand les personnes, les dames qui viennent visiter notre salon et qui achètent des broderies, des nappes, etc. Elles ne comparent même pas quelquefois aux broderies vendues dans les grandes boutiques parisiennes. Je veux dire, c'est d'un excellent niveau. Ceux qui ont pu les voir les années précédentes sont d'accord avec les descriptions. Et ce sont souvent, ces dames, des scientifiques. Des scientifiques qui ont fait qui font des recherches ethniques sur les broderies de régions différentes, etc. Ah oui, c'est pas de la broderie pour de la broderie. Non, absolument pas. Il y a une recherche ethnographique. Absolument. Et c'était un petit peu ce que je voulais montrer. Enfin, nous avons essayé et il y a de la demande. Il y a de la demande et voilà. J'invite toutes les dames à venir voir nos jolies broderies, toutes nos les belles dames nappes et les messieurs. Et les messieurs, oui. Qui peuvent faire des cadeaux aussi, évidemment. Alors bon, donc effectivement cet aspect artisanat et j'ai envie de dire un peu la vitrine, la marque de fabrique de Chênes, mais il y a d'autres temps forts dans cette braderie. Oui, il y a plusieurs temps forts, d'autant qu'on a démarré cette braderie en 92 avec très peu de produits et puis on arrive à avoir maintenant quelques disons grands postes comme l'artisanat, comme un stand de livres. Alors je sais que depuis des années, enfin il y a eu multiplication des salons du livre. On a gardé plutôt un peu l'adjectif de la fête du livre, puisque ça se passe dans un milieu un petit peu de festif autour du bar buffet. Mais nous avons depuis des années de nombreux auteurs qui viennent donc dédicacer leurs ouvrages à la braderie. Et cette année encore, nous aurons encore plus d'une quinzaine le samedi et plus près de 10 le dimanche, sans les citer. Oui, parce qu'on risque d'en oublier. On risque d'en oublier. Mais les dernières parutions, dernières parutions seront, et les auteurs et les ouvrages seront donc à la braderie. Donc ça, c'est un point également fort de notre manifestation, ainsi que on l'a rappelé, le stand alimentaire avec énormément de produits venant d'Arménie. Nous avons évidemment le bar buffet et sans oublier tous les ans maintenant de terminer en tout cas la journée du samedi soir par un dîner, qui se passait auparavant au collège. Alors, une petite parenthèse, avant d'oublier, enfin, nous tenons quand même à remercier le collège Samuel Mourad de nous avoir laissé cet espace depuis 1992 afin d'organiser cette braderie, qui est un lieu qui pour certains est un peu entre guillemets mort, mais que nous donnons une vie au moins une fois par an à ce collège. Donc on remercie alors via la radio, les pères méritaristes de nous avoir laissé organiser cette braderie depuis 1992. Et puis on associe totalement la braderie de Chênes à ce lieu. Au collège, bien sûr. Alors, et ça permet peut-être à certains anciens de venir au collège alors qu'ils n'y seraient pas venus s'il n'y avait pas la braderie. Et alors pour terminer, sans oublier évidemment le repas du samedi soir qui se déroule en face du collège dans la salle du parc nautique de l'île Monsieur. Alors il y a encore des places pour ce dîner et j'invite les personnes qui ne sont pas inscrites de téléphoner rapidement et le plus vite possible à notre ami Garbis. Je vais lui donner le numéro de téléphone au 06 03 82 02 62 06 03 82 02 62 où vous pourrez encore une fois profiter ou alors déguster un dîner 100% arménien avec des plats traditionnels que nous essayons de conserver encore cette année. Eh bien, merci pour ces précisions. Donc, concernant la braderie, alors cette braderie 2016, 25e édition,
va servir à financer en partie les projets qui vont être initiés en 2017. Juste les lieux, les grandes lignes, Ohan Toufanian, les projets à venir pour Chêne. On a parlé tout à l'heure de Maltakert, c'est l'un des projets. Martouni, où effectivement, j'avais omis de dire tout à l'heure que nous avons refait la totalité de l'irrigation, des canalisations d'eau et des évacuations d'eau du village. Ça continue donc. Ça va se poursuivre. Ouais, parce que c'est des projets qui ne sont pas finis en un an. On imagine que c'est bon, du pour long terme. Martoni, on a bénéficié d'une subvention d'État, puisque grâce à Monsieur Bruno Leroux, nous avons bénéficié d'une subvention de 20 000 €. Quand même, pour le reste, c'est nous-mêmes qui allons mettre la main à la pâte. Donc, c'est les deux projets essentiels. Et puis, nous sommes en attente, puisque un certain nombre de legs et de gros dons nous ont été faits, mais dans l'attente de projets importants. Donc, soit d'une réfection d'une école, mais dans des endroits précis, les gens en mémoire des parents. Le dernier exemple que j'ai, sans citer de nom, c'est en mémoire un vieux monsieur qui, en mémoire de ses parents, de son père qui a été soldat d'Antranik et qui s'est arrêté au Radabar à un endroit précis, nous a demandé un projet sur cet endroit-là en mémoire de son père. Donc nous avons des choses de cette nature. Bon, ce que je peux dire, parce que j'en reviens finalement du Radabar, c'est que la situation est grave et que notre toute petite association fait des efforts vu la situation grandiose par rapport à la situation, et que nous avons véritablement besoin, il faut que les gens aient ce sentiment-là, c'est que nous sommes dans une région où nous sommes encerclés. Les Arméniens aujourd'hui, on n'a pas fait référence à la situation politique et aux relations internationales sur le secteur du Caucase, mais nous sommes seuls. Il faut que les gens comprennent bien que nous n'avons pas d'alliés et que face à la Turquie d'un côté, face à l'Azerbaïdjan de l'autre, il y a des nécessités impératives pour les Arméniens. Il ne faut pas rester seulement spectateur, c'est qu'il faut participer. Et l'achat, puisque c'est les 9 lunettes de vue que nous avons apportées à l'état-major de l'armée du Radabar ont été accueillies franchement de manière extrêmement chaleureuse, et c'était vraiment une nécessité, et ils nous ont demandé si on pouvait faire autre chose. On essaiera de le faire dans le cadre d'une solidarité particulière, mais il faut bien que les gens aient à l'esprit que la situation est grave. Très grave. Après la guerre des 4 jours, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut être une nouvelle fois une guerre de 4 jours, comme ça peut être pire, et que tous les villages qui sont en bordure sur le Radabar sont menacés. Moi, j'ai vu le village de Talish, c'est une désolation absolue. C'est un grand village. C'était un village arménien déjà auparavant. Exclusivement arménien, il est vide. Vide parce que les populations sont obligées de partir ailleurs, parce qu'ils sont au bout des canons des soldats azéris. Voilà. Alors Madaris, ça tient parce que c'est un cantonnement militaire, et Maltakert est dans un état, il faut y aller avec un 4x4. On circule dans Maltakert au 4x4. On peut pas faire autrement. C'est important de nous donner à comprendre la réalité du Radabar aujourd'hui, ces images que vous venez d'évoquer, Ohan Toufanian, pour inciter nos auditeurs à venir en nombre et à profiter de cette braderie pour faire leurs achats en vue des cadeaux de fin d'année. Ils feront d'une pierre 2 coups, 3 coups. Ce sera des cadeaux utiles. Ohan, un dernier mot ? Oui, je voulais simplement remercier IPFM de nous avoir accueillis. Absolument. Merci encore. Merci. Et à très bientôt. Merci Ohan merci Ohan Toufanian, Zalmut Torossian pour ce travail, et on attend nos auditeurs en nombre le week-end prochain à la braderie de Chêne. Cette première partie de notre émission Carte sur table s'achève. Après une pause musicale, nous allons retrouver la seconde partie qui parlera du salon Armen Libre de la MCA d'Alfortville. À tout de suite.
Նստած կսպասեմ բաժակս լեցուն կրնաս ուշանալ որքան որ գուզես մինակ չեմ սագայն ունին քրիչս կսպասեինք նալ մելանը լեցուն կսպասեինք նալ մելանը լեցուն Սիրո կսպասեմ չեմ գիտեր ինչու ագանչս լարած գողքիս զրույցի Սիրա հարվածները նստած թեմ թիմած գայձերը գուդան ինքնահոս կրչիս գայձերը գուդան ինքնահոս կրչիս Էչեր գպանան հիշելով դեպքեր նույն մայթին վրա գերդած են գուրքեր Խոսքը գտատրի գերտան պատված Կիրս կհանգչի խմիչքս հադած Կիրս կհանգչի խմիչքս հադած Դարձյալ գհիշչեմ մենք նոր անտիբած Ջահել հասագով համպույրով սիրած Թվրոցին պագին անգինը գանքնած Անտիպման վայրի մեր դեղը կդած Կեզ գսպասեի սիրով հմայված Ծարավ կսպասեմ, բաժակ մը եվս, մինչ այդ եթե կաս, կգտնես տեղս Ծարավ կսպասեմ, բաժակ մը եվս, մինչ այդ եթե կաս, կգտնես տեղս Մինչ այդ եթե կաս, կգտնես տեղս Ազատ Nous reprenons le cours de cette émission Carte sur table particulière qui a débuté avec la présentation de la braderie Chen qui aura lieu le week-end prochain au collège Samuel Mourad. Et nous avons donc vu en détail comment allait se dérouler cette braderie. Et il a été question de livres à un moment et nous allons maintenant consacrer toute cette seconde partie au livre avec la 12e édition d'Armen Livre, le salon du livre de la MSA d'Alfortville qui se tient tout ce week-end au pôle culturel d'Alfortville et qui est placé cette année sous le signe des nouvelles technologies, de la mémoire et de la création. Autant d'éléments qui caractérisent l'invité d'honneur d'Armen Livre de cette année, l'association Aram de Marseille, dont le président est avec nous ce matin. Jacques Lucien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en compagnie des responsables de la MCA qui vont nous présenter ce salon en détail. Sa directrice, Arak Verkevoker, bonjour. Bonjour. Et son président, Yolande Baravian. Bonjour. Bonjour. Et également avec nous la responsable des livres et du salon, Socia Gopian. Bonjour. Bonjour. Parev. Parev. Et nous avons également en studio avec nous ce matin Ouli Varjabélian des éditions Parenthèses. Bonjour. Bonjour. Alors, vous proposez donc un programme riche, varié et, j'ai envie de dire, très innovant pour cette 12e édition que vous allez nous présenter sans plus attendre, mais peut-être nous dire pourquoi vous avez choisi d'inviter cette année l'association Aram. Alors, nous avons choisi l'association Aram pour cette 12e édition du Salon du Livre puisqu'on voulait tendre vers le numérique, donc d'avoir un travail vers l'avenir avec tout ce qui est tablette, ordinateur et tableau numérique, donc travail de l'arménien, donc l'apprentissage de l'arménien de façon innovante, et également faire le lien avec tout ce qu'on a comme au niveau de la culture millénaire arménienne, donc les livres, c'est important. On souhaite les conserver, les garder, les transmettre les documents, transmettre les journaux. Et ce travail-là, il est fait par l'association Aram. Donc, c'est un travail colossal de numérisation. Et donc, on souhaitait mettre en avant ce travail-là qui passe également au niveau de l'informatique, de la numérisation.
Et donc, nous sommes très, très contents de l'avoir avec nous et d'avoir l'association avec nous. Alors l'association, Aram diront certains, Aram diront les autres, puisqu'il s'agit d'un mot composé à partir de Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. Voilà. Alors Jacques Ouloussian, vous êtes le président de cette association. On a déjà eu le plaisir de présenter Aram sur notre antenne. Nous avions notamment reçu Barjan Artin, qui nous a quittés dans des conditions dramatiques l'an dernier. Aujourd'hui, vous poursuivez ce travail entamé par son fondateur, Garbis Artin. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la disparition tragique de Varoujan, ça a été une colonne vertébrale qui s'en est allée. Et ça a été très, très, très dur pour nous. Surtout que c'était un peu à la suite du décès de Garbis. Mais je pense que grâce à Garbis et à son initiative de vouloir progressivement transformer cette association qui, au départ, a une racine familiale, puisque au commencement, c'est un homme qui commence ce travail. Il a voulu rendre l'association dans le cadre d'une gestion plus collective. Ce qui fait que l'an prochain, ce sera le 10e anniversaire d'Aram, donc il y a une stabilité, une continuité malgré les événements tragiques. Les difficultés, les moments difficiles et douloureux quand même. Alors l'association Aram, on a envie de dire qui fait que vous avez eu envie de placer ce salon du livre sous l'égide du numérique et de la modernité. Vous aviez cette idée en tête et vous êtes allé chercher Aram ou comment ça s'est fait? Donc Arménie Livre, c'est sa 12e édition. Pour cette 12e édition, on a voulu prendre un virage à la fois du numérique et de la création avec la BD en arménien. On va y venir dans le détail. Voilà. De tout donc ce que vous avez le numérique, c'était pour nous un vrai virage qu'il fallait prendre. À la fois pour projeter les nouvelles générations sur ce qui se fait actuellement de mieux en termes d'apprentissage et de découverte et de ludique. Et on sait que il y a un vrai, il y a un élément captivant au niveau de la jeunesse. Apprentissage de la langue, vous voulez dire, principalement, ou de la culture en général. De l'apprentissage et de la culture, parce qu'il y a évidemment l'enjeu après, c'est de développer des ateliers numérique interactif pour l'éveil et l'apprentissage de la langue arménienne. Et évidemment, le numérique, ça fait le lien aussi avec l'association Aram, qui, par l'atelier qui a été développé hier, je pense qu'on va en reparler, permet aux jeunes de travailler sur l'archivage, la généalogie. Et ça, c'est un vrai lien entre le passé et le présent et l'avenir. Bon, on va en parler tout de suite parce qu'effectivement, ça a débuté donc jeudi soir avec l'ouverture et vendredi, vous accueilliez les écoles quotidiennes de la région parisienne pour des ateliers. Alors, avec l'association Aram, comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous. Comment ça a été accueilli aussi par les enfants? Alors déjà, nous sommes très fiers d'avoir accueilli les 4 écoles de la région parisienne. On a eu donc on va les citer, Tink, Talponchat et Saint-Meslope. Tout à fait. Alors donc ils sont venus des 4 coins de la région parisienne et donc on est très fiers puisqu'on a à peu près 150 élèves qui sont venus et qui ont travaillé sur l'atelier donc préparé par l'association Aram et qui les a captivés. C'est-à-dire c'était 40 minutes et on avait du mal à les faire partir. C'est-à-dire que. Elle faisait quoi? Parce que nous on n'y était pas. Comment c'était? Alors c'était donc un parcours qui était préparé pour travailler sur comment on fait une recherche d'archivage. D'accord. Et ensuite le parcours d'une personne qui arrive en France après donc le génocide. Et donc il y a des photos, des papiers qu'ils manipulent et en fait ils se mettent à la place d'un chercheur et ça leur a énormément plu. Alors ça c'est la spécificité d'Aram justement. Hein. Vous avez numérisé les archives, les documents pour pouvoir être une banque de données qui retrace l'histoire de la diaspora en France. C'est ça. Et d'ailleurs, cette banque de données, Garbis l'avait pensée avant l'heure, puisque ayant lui-même reçu de manière orale les récits de l'exode de son père, alors qu'il était adolescent, il s'est immédiatement posé la question de savoir comment je vais faire pour retenir tout ça. Et surtout, comment va-t-on faire pour le transmettre
Or, quand on est adolescent, on a d'autres préoccupations. C'est pas forcément ce type de récit qui est lourd à entendre, tragique et difficile. Eh bien, lui, il a compris ça tout de suite. Et dès qu'il a compris ça, à partir de là, pas une publication, pas un article de journal, rien ne pouvait lui échapper jusqu'à ce qu'il soit enseveli de documents, de tellement de documents, et que son rêve se réalise, et qu'il crée l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. Donc, grâce à ce travail initié par l'association Aram, d'autres personnes ont pris conscience de la nécessité aussi chez eux de scanner, de numériser, c'est-à-dire que vous avez fait école, on va dire aussi. Oui. Donner l'exemple. Ça a donné l'exemple, et je vais reprendre la formule de la banque de données, et puis les gens se sont rendus compte qu'il y avait un lieu où ces archives pouvaient trouver refuge pour être mis en lumière, pour être préservées, pour être sauvegardées. Je citerai l'exemple d'un monsieur qui nous a fait cadeau d'un morceau de tapis tissé, parce qu'il y avait des usines de tapis à Saint-Jérôme, à l'époque où ces tapis ornaient le plus beau paquebot de France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et alors il a dit, voilà, ce morceau de tapis qui porte le nom de sa mère, je suis sûr que ma fille pourra le garder, mais je suis pas sûr que ma petite fille le gardera. Alors je vais le mettre en lieu sûr. Et donc je vais à... On l'a reçu, on a fait une réception. C'est très touchant et émouvant. Mais alors là, c'est un bon exemple. Comment on transforme un tapis en banque de... Enfin, comment on numérise, comment on le garde, comment on le conserve. D'abord là, lui, il est exposé, mais on peut le photographier, le scanner. Et bon, évidemment, j'ai pris l'exemple de ce monsieur. Et oui, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la mémoire. Et donc, mais c'est au-delà de la numérisation, ce que vous nous racontez là. Oui, ça veut dire que Aram est aussi un lieu où l'on peut déposer, confier des objets de mémoire. Absolument, des objets de mémoire pour pas qu'ils se perdent. Et puis il y a un autre exemple. Il y a les enfants ou les petits-enfants qui ont perdu l'usage de la langue. Alors quand ils trouvent des archives, des lettres et des documents écrits en arménien, ils savent pas quoi en faire, mais ils veulent pas non plus s'en défaire. Donc, là encore, on se retourne, on vient chez Aram, on dit voilà, ce qu'on aimerait, c'est peut-être une traduction de cette lettre, de cette photo, de cette carte, qu'est-ce qui est légendé. Et puis, après, on leur propose, on leur dit voilà, soit on les numérise et vous le garderez aussi longtemps que vous souhaitez les garder, soit vous nous donnez aussi l'original, mais soyez sûrs que ce document sera mis en valeur, sera exploité et diffusé. Parce que c'est ça. C'est aussi ça. Alors ces enfants, les élèves qui sont venus vous rendre visite hier, comment ils se sont appropriés les ordinateurs et donc la banque de données de l'association ? Alors on avait préparé un atelier, donc un premier atelier qui était de présenter d'abord le salon du livre et ensuite de passer. C'est un travail donc pour montrer également qu'on a tous chacun chez soi un ordinateur, une tablette, un téléphone. Donc ils ont tous levé la main et donc ils se sont rendus compte aussi que les lettres arméniennes n'étaient pas sur le clavier d'origine. Donc on travaille là-dessus. Déjà dans un premier temps qu'ils prennent bien conscience qu'ils peuvent utiliser la langue arménienne en dehors d'un cours d'arménien, la première des choses. Et donc d'abord un atelier de ce type sur l'utilisation des outils. L'utilisation des outils pour la langue, la présentation des jeux d'apprentissage de la langue arménienne. Que vous proposez à la vente sur le salon ? Alors, donc non, ce sont des sites qui ont été choisis et préparés. Donc, on a des listes qui seront mises à disposition du public au sein du salon. Une liste qui sera également présente sur notre site internet et sur notre Facebook. Donc, c'est une liste non exhaustive parce qu'on en a des nouveautés régulièrement. Et donc, une seconde partie qui était sur l'apprentissage de la langue en arménien, donc qui a été fait par Sosia Agopian. Et donc qui est professeur de langue arménienne au sein de la Maison de la Culture arménienne et donc qui va continuer à travailler puisqu'on a également eu un tableau numérique par rapport à ce salon du livre, mais on souhaite l'utiliser pour les cours d'arménien par la suite.
Alors, Sophie Agopian, vous êtes aussi la responsable du salon, mais on va prendre la casquette enseignante. Oui. C'est une révolution, ça, pour la langue arménienne, parce que d'un coup, ça enlève des tonnes de poussière, des siècles de poussière. Non, mais on a cette image quand même d'une langue qui est difficile à enseigner pour certains enfants, voilà. Là, on fait un bond dans le 21e siècle, comme on l'avait pas fait jusqu'à présent. Oui, mais à la MCA, ça fait au moins 4 ans que j'utilise cette méthode qui est très bien préparée à 3 niveaux, des débutants, moyens, et après des textes littéraires, etc. Donc tout le monde peut utiliser ça. L'avantage, c'est que les enfants s'amusent. Et surtout pour l'apprentissage de l'alphabet, avec les jeux et tout ça, ils ont plusieurs mémoires, ils cumulent plusieurs mémoires. Oui, plusieurs façons de mémoriser l'enseignement que vous leur prodiguez. Donc en utilisant les outils, comme on dit, modernes d'apprentissage, qui sont utilisés pour d'autres langues. Donc c'est une mise au goût du jour. Alors ça, c'était l'aspect pédagogique de l'enseignement de l'arménien. Et je suppose que sur le salon, il y a aussi peut-être des CD-ROM qui sont proposés, qui existent depuis quelque temps. Il y avait un CD-ROM évidemment, mais celui-ci il a été passé en téléchargement gratuit, donc on va aussi le proposer. Mais c'est vrai que nous, en présentation par rapport à ce salon, on propose les lettres en arménien pour les claviers, donc pour que l'apprentissage se fasse également. Donc on a aussi fait le test sur les enfants pour voir qui avait de la famille éloignée, à qui pouvait parler en arménien ou discuter ou par message, par mail, par message. Et donc c'est de faire le lien justement et d'utiliser le clavier arménien. Et si cette utilisation est faite, de pouvoir ouvrir leur horizon pour la lecture des livres qui étaient juste à côté. Donc on leur a fait faire également un quiz pour la lecture des livres en arménien. Alors c'est important de préciser que vous avez installé tout un espace consacré à ces ateliers au numérique, puisque vous avez installé plusieurs ordinateurs et tablettes avec ce tableau numérique interactif qui est en bonne place là dans ce salon. Ça aussi c'est une nouveauté. Ça a été rendu possible comment ces investissements et l'achat de tous ces ordinateurs? On a fait le choix justement d'investir dans un nouveau matériel qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'aborder jusqu'à présent. Faut faire des choix au niveau de son budget et on s'est dit, au lieu d'investir dans des frais généraux, on va investir dans du matériel qui va nous projeter sur les 10-15 ans à venir. Et on se positionne vraiment comme un incubateur de nouvelles méthodes pédagogiques. Et évidemment, on est ouvert à tous, dire que toutes les écoles, si elles souhaitent venir voir à la MCA comment ça se passe, on est prêt à les aider à aussi être le relais des nouvelles technologies au sein des établissements à la fois de la région parisienne et même de la France. Là, de toute façon, vous avez accueilli des élèves des écoles, donc avec leurs enseignants, j'imagine, qui ont pu apprécier ce que vous offriez et oui, tout à bénéficier fait. de vos conseils, Sophie Agopian aussi. Oui, tout à fait. Donc les élèves d'abord étaient enthousiastes, mais je voyais aussi auprès des enseignants qui s'approchaient plus tard pour me demander s'ils pouvaient un jour venir assister aux cours, savoir comment utiliser cet outil. Alors ça, maintenant, c'est au directeur et au conseil d'administration de ces établissements de concrétiser, de leur donner les moyens de. Alors ça, c'est l'aspect pédagogique concernant l'apprentissage de la langue ou l'utilisation de l'outil pour écrire, donc avec ce clavier en langue arménienne. Donc revenons maintenant à votre invité d'honneur. À Aram, il y a eu aussi donc cet atelier, vous disiez, à Arax Derkaborkian, d'utilisation du fond de la banque de données. Là, il y a eu aussi une appropriation par les enfants de cette base de données. Ils ont fait des recherches, ils ont compris comment ça fonctionnait, comment on pouvait travailler avec cette base. Alors sur la partie de l'association Aram, l'atelier il a été donc très bien perçu par les enfants. On n'a pas fait le lien entre la partie numérique et l'association Aram dans un premier temps, mais c'est à travailler et à voir très rapidement.
La collecte de documents, par contre, de l'association Alam est tout au long du salon. Donc les personnes et familles qui ont ce souhait peuvent le faire tout au long de la journée aujourd'hui et demain. C'est-à-dire concrètement C'est-à-dire concrètement que on vient avec nos documents familiaux d'après 1920, qui sont des documents après installation en France. Et donc ces documents-là sont scannés et rendus aux familles. D'accord, donc c'est ce qui a été... voilà, pas ce qu'on a apporté avec soi, mais les documents qui marquent l'installation en France. C'est vraiment l'historique de la diaspora, voilà, de la création de la diaspora. Qui diaspora. marque l'arrivée des Arméniens en France. Donc cette collecte digitale, puisqu'elle se fera en direct, qui permet d'ailleurs à ceux qui nous apportent les documents de les conserver, les originaux, sauf s'ils veulent nous les offrir, c'est avec plaisir qu'on les prend. Et en même temps, ça nous permettra à nous d'enrichir notre patrimoine. Et en faisant une pierre deux coups, c'est qu'en enrichissant le patrimoine, ceux qui vont nous apporter, les documents qui vont nous apporter vont être diffusés au plus grand nombre, et c'est l'objet de l'opération. Alors il s'agit de feuilles, de cartes d'identité, de registres, de cartes de naturalisation, de lettres. Oui. Voilà. Mais est-ce que tous ces documents qui peuvent être rapidement numérisés. Il ne s'agit pas de porter de gros volumes ou des livres, on ne peut pas. Mais est-ce que par exemple des photographies de scènes de la vie communautaire, absolument, absolument. Les photographies, des cartes. Voilà, tout ce qui peut être numérisé. Bon, donc on lance l'appel à nos auditeurs aujourd'hui, demain, jusqu'à dimanche soir. Voilà. Dimanche soir 19h. Donc vous pouvez venir avec vos documents et profiter donc de... Voilà, ça peut être des tracts aussi, hein, ça peut être... tout ce qui concerne la vie de la communauté. Absolument, à l'époque après l'arrivée en France. En 1920. Bon, l'appel est lancé. Merci. Alors, sur cet aspect, donc... connectivité numérique, effectivement on a vu l'apport de l'association Aram qui vous a permis donc, vous disiez Yvonne Baravian, de marquer le tournant de cette 12e édition d'Arménie Libre, et je disais que c'était un salon placé sous le signe de la création puisque vous avez aussi initié une grande nouveauté. Arax, je vous laisse présenter. Alors c'est vrai, on a essayé de lancer un concours inter-école arménienne. Donc c'est un concours de bande dessinée en arménien. On souhaitait absolument que chaque école puisse présenter une petite histoire autour du héros arménien. Donc ça a été suivi par les 4 écoles arméniennes de la région parisienne et on en est très fiers. On a eu des demandes pour les écoles hebdomadaires également, donc on ouvrira l'année prochaine à toutes les écoles certainement. Donc c'est un travail, c'était surtout travailler pas uniquement le dessin, mais l'oralité, le travail de l'arménien de façon ludique au sein des classes. Donc c'était aussi pour initier ça, enfin qu'on a souhaité lancer ce concours. Il y aura le résultat donc qui sera dimanche à 17h après l'atelier bande dessinée proposé par Stéphane Torossian. Oui, donc de 14h, oui. Varto, voilà. Le livre Varto. Donc illustrateur du livre Varto. Donc c'est de 14h à 17h, on propose des ateliers qui vont se suivre d'une quarantaine de minutes pour les enfants et donc il va expliquer comment on fait une bande dessinée, l'intrigue de l'histoire et tout ça en arménien. Donc là, c'est pour tous les enfants, pas uniquement pour tous les enfants qui viendront au salon entre 14h et 17h. Et à 17h, on choisira avec un jury le gagnant de ce concours de bande dessinée, mais plus que le vainqueur. Gagnante. Voilà. C'est l'équipe en plus. L'équipe gagnante, voilà. L'équipe gagnante, mais surtout plus que le vainqueur, puisqu'aujourd'hui, notre travail, c'était pas de choisir un vainqueur, mais vraiment la participation qui était importante pour nous. Donc on a décidé justement d'offrir de toute façon quelque chose à tous les participants, des livres en arménien, pour les classes. Donc voilà. Oui, on imagine bien que si tous les enfants ont répondu présent à cette première appel de ce concours de bande dessinée, vous avez envie de tous les récompenser puisqu'ils ont tous contribué à la réussite de ce premier concours de BD. Donc on imagine que, puisqu'on est toujours dans la numérisation, que vous allez scanner toutes ces BD qu'on pourra aller voir sur votre site peut-être bientôt pour que tout le monde puisse avoir un aperçu de ce travail. Bien sûr, c'est évident, et on a même prévu avec les municipalités de les présenter à la fabrique à Alfortville. Qui
Qui est le lieu d'art contemporain, voilà. le centre d'art contemporain de la ville. Donc, on va prendre un rendez-vous avec la municipalité là pour présenter l'ensemble des rendus des 4 établissements. Donc prochainement à Alfortville. D'accord. Alors en attendant, évidemment, tout le week-end au salon du livre qui se tient, je le rappelle, au pôle culturel, puisque les habitués savent que d'ordinaire le salon Arts et Livres se tient au 148, 148 rue Paul-Couturier. Cette année, il a lieu, comme il avait eu lieu l'année dernière pour l'année 2015, au pôle culturel dans la grande salle de convivialité jusqu'à demain soir sans interruption. Dès 11h demain matin et jusqu'à 19h. Alors, vous pouvez donc découvrir ces bandes dessinées, ces tablettes et ces ordinateurs qui vous permettent de vous connecter au fond à la banque de données de l'association ARAM. Il y a également un travail qui a été réalisé par le collège, la toute première année de 6e du collège Quévoi-Carabian, qu'on peut présenter aussi pour donner un avant-goût à nos auditeurs. Voilà, donc on est très, très content de les avoir accueillis aussi à la classe de 6e de l'école Saint-Mesrop à Rabian, qui nous a également préparé un document donc d'Alfortville en 1900 et aujourd'hui. Donc ils ont fait un travail, c'est un parcours autour de la ville avec les photos des emplacements importants pour les Arméniens à l'époque, avec des documents d'époque, et aujourd'hui, photos prises par les élèves. Voilà. Donc vous pouvez la voir également à côté des bandes dessinées au sein du salon. Donc tout ça, ça a été permis. Enfin, je me permets juste de remercier notre équipe, parce que c'est vrai que au sein de la Maison de la Culture Arménienne, il y a une commission de l'équipe salon qui a été initié, on va dire, dès le mois de mars-avril. Et donc, on a travaillé pour le salon avec une toute nouvelle équipe. Donc, il y a évidemment les personnes qui étaient là depuis très longtemps, mais il y a aussi des nouveaux qui sont venus s'ajouter, donner des idées. Et donc, je tiens absolument à remercier cette nouvelle équipe. Et le coordinateur, c'est Ovi Ganagnan. Il a également apporté beaucoup, puisqu'il est dans le que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'il anime l'émission au fil des pages sur notre antenne. Alors effectivement, un travail de longue haleine depuis le mois de mars pour aboutir à ce résultat et à ces nouveautés. Alors évidemment, ce salon Arts et Livres, c'est le livre, parce que depuis tout à l'heure on parle tablette, on parle tableau numérique, on parle BD, et est-ce qu'il y a des livres? Oui, évidemment. Il faut quand même rappeler que Arts et Livres, le salon de la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville, c'est le tout premier salon du livre arménien. Oui, arménien, c'était le tout premier. Heureusement, ça a fait des bébés qui sont devenus grands. Alors, la spécificité d'Arts et Livres, c'est que ça ne se limite pas aux nouveautés uniquement, et ça ne se limite pas à la langue française. Mais la spécificité, c'est quand même que c'est du livre arménien, c'est-à-dire à thématique arménienne. Oui. Parce que certains cherchent, en venant sur votre salon, des livres écrits par des auteurs arméniens, mais qui ne traitent pas. Voilà. Oui. Donc c'est important de le préciser que c'est cette spécificité qui fait la différence avec peut-être d'autres salons. Et une deuxième spécificité, c'est que depuis au moins depuis 9 ans, on a d'abord ouvert aux livres en langue arménienne, en grand nombre, et depuis 5-6 ans, on a des livres en langue turque et en anglais aussi. Et la langue turque, l'année passée, ça a été assez importante parce qu'il y avait énormément de publications autour des témoignages des rescapés et du génocide arménien. Qui publiait en turc. Voilà. Ce qui paraît extraordinaire. C'est-à-dire de découvrir qu'il y a autant de publications en langue turque sur les récits, sur le génocide, alors qu'on imagine que c'est précisément... Et on n'a pas tous les titres. On a fait quand même un choix, mais c'est énorme. Alors comment on explique que les livres en langue turque connaissent un tel succès? Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de demandes de lecteurs turcophones, parce qu'on tout à fait. Il y a hier, par exemple, j'ai vu un jeune homme qui choisissait plusieurs titres en langue turque, donc on a discuté un peu.
ses parents sont de Bolis, forcément il a appris le turc aussi et il a pris des ouvrages. Et même j'ai eu une élève de Tobrotsaser qui m'a demandé si elle pouvait choisir, mais moi je connais pas le turc donc je pouvais pas l'aider. Je lui ai conseillé qu'elle vienne avec ses grands-parents pour qui elle voulait acheter un livre en langue turque. Effectivement, on comprend mieux l'émotion aussi oui. liée à l'achat de ces livres en turc. Alors, Arménie, c'est l'occasion de découvrir, vous l'avez dit, les nouveautés, mais pas seulement, de retrouver des ouvrages peut-être qu'on a vus dans une maison de la culture, qu'on n'a pas eu, mais que vous avez encore à disposition. Et alors... ce qu'on constate au fil du temps, c'est que le nombre de parutions de livres sur les Arméniens s'est multiplié. Il y a eu de plus en plus de publications, de traductions ou de livres écrits par des Arméniens. Et il y a ainsi, pour citer cette maison d'édition, plusieurs titres dans le catalogue d'Actes Sud. Il existe aussi des maisons d'édition spécifiquement consacrées au sujet arménien. On va parler du Cercle des écrits caucasiens ou des éditions Kirk, sans oublier... Ou de parenthèse. La plus récente, les éditions Tadé. Mais l'éditeur phare de la littérature arménienne en France, c'est sans conteste la maison d'édition Parenthèse, j'allais y venir, avec sa collection diasporale, dont la responsable est, comme pratiquement tous les ans, présente au salon Arménie Livre et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Pour vous, Olive Arjabédian, Arménie Livre, c'est la grande fête du livre arménien. Exactement, c'est un rendez-vous incontournable. C'est un grand bonheur d'être à Arménie Livre, justement, parce que, comme vient de dire Sophie, c'est un des rares endroits où on peut trouver des livres en arménien. Parce que les autres livres en français, on peut éventuellement se les procurer, mais les livres en arménien, c'est formidable de pouvoir les voir, parce que sinon on peut les commander. On peut les commander au Liban, à Bolis ou en Arménie, mais de les voir, de pouvoir les feuilleter et justement de faire vivre comme ça la langue arménienne, de ne pas la mettre de côté par rapport à la langue française, c'est vraiment très très important, parce que les deux langues sont au même niveau. Et cette année, le numérique est à l'honneur, et mais même quand le numérique n'était pas encore à l'honneur, l'intérêt d'Arménie Livre, c'était d'abolir les distances avec les villes, puisque il y a quelques années, vous aviez eu comme invité les éditions Aras d'Istanbul, qui justement font un travail formidable en arménien, mais aussi en traduction turque, pour faire connaître les écrivains arméniens aux Turcs et aux Arméniens qui pratiquent mal la langue arménienne. Donc cette idée d'avoir un invité d'honneur est formidable, comme cette année d'avoir... que vous connaissez bien, évidemment. Oui, que nous connaissons bien, et qui fait un travail très très important, parce que finalement, il faut pas imaginer que le patrimoine arménien est quelque chose qui est réservé uniquement au passé, à la mémoire, parce que pas du tout, c'est quelque chose avec lequel on peut créer. On a été 1915 est une rupture, donc la transmission n'a pas pu se faire, et en fait tout ce travail de transmission, on le fait tous ensemble. Vous avec AIPFM, la Maison de la Culture, Aram ou d'autres structures, et chacun dans son domaine et dans sa spécialité, on fait ce lien. Et donc je pense que Arménie Livre, en faisant ce travail et en faisant venir des livres de partout et en faisant du numérique, où on peut communiquer, on peut lire des journaux. Tous les matins, on se lève, on va vite lire Hashtag en ligne, ou Arevelk en Arménie, ou Asparez à Los Angeles, ou Horizon et tout ça chez nous. Donc ça, c'est formidable. Et en caractère arménien. Donc tout ça, c'est une grande joie. Donc on abolit un peu la distance avec nos villes, puisque nos villes, c'est Paris, ou Marseille ou d'autres villes en France, mais aussi nos villes, c'est Beyrouth, c'est Bolis, c'est Yerevan, et c'est Alep, et c'est toujours Alep. Voilà, il y a encore des Arméniens à Alep, et Alep, c'est une ville formidable où, à Arménie Livre, on trouve des livres des éditions Giligia, des éditions pour les enfants, et aussi, on doit aux éditions Giligia la publication des almanachs de Théotigue, c'est-à-dire de ces almanachs. Tout à l'heure on parlait de méthodes innovantes, mais les Arméniens avant 1915 étaient innovants, ils étaient complètement d'avant-garde.
à Istanbul, c'était l'avant-garde. C'était des gens qui inventaient, qui créaient, qui publiaient énormément, traduisaient du français en arménien. Tout le monde lisait Victor Hugo, Balzac, tout le monde avait les bibliothèques pleines de... dans les almanachs de Théotigue, on peut trouver une telle traduction de Goethe vient de paraître. Donc tout ça, on s'aperçoit que la vie était très 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 dynamique. Alors expliquez-nous ce que c'est, l'almanach de Théotigue. Alors les almanachs de Théotigue, ce sont des ouvrages que Théotigue, qui était donc un Arménien d'Istanbul, je peux vous en parler après si vous voulez, publié, même tout de suite. Voilà. Alors Théotigue est né à Üsküdar, dans un quartier d'Istanbul, sur la côte orientale, et donc il a été à l'école arménienne, et il a donc appris l'arménien. Il a été très vite passionné par l'arménien. Il n'a pas pu continuer très 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 longtemps toutes ses études parce que son père est mort et qu'il était trop jeune, mais il était quand même tellement passionné de livres qu'il a lu et qu'il s'est formé. Il a été au Robert College ensuite, et il a réussi à avoir une bibliothèque tellement immense que son neveu Shahan Shahnoul que l'on connaît puisque c'est un écrivain qui a vécu en France et qui a merveilleusement écrit, et donc il a pu avoir une bibliothèque absolument extraordinaire. Mais ce n'était pas seulement ça, il a voulu en faire quelque chose. Et alors un almanach, c'est une publication que l'on fait tous les ans, mais en fait avec cet almanach, il a sauvé la culture des Arméniens. Parce que dans cet almanach, vous trouvez toutes les concerts, les publications, les pièces de théâtre, les informations sur les écrivains. Par exemple, il écrivait à Daniel Varoujan, il lui demandait « Envoie-moi un poème, et puis n'oublie pas de me mettre quelques éléments de biographie, et je voudrais une photo. » Et donc, quelque part, il a sauvé tout ça, parce qu'après... Il faisait de l'archivage. Il faisait déjà de l'archivage. Et lui-même, le 24 avril, n'a pas été déporté parce qu'il était déjà en prison, puisqu'il avait publié dans son almanach quelque chose qui avait déplu à la censure. Et donc, il était déjà en prison. À l'époque, le numérique n'existait pas. Donc, la police secrète ne l'a pas trouvé en prison. Ils sont allés chez lui, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, ils n'ont pas pu l'arrêter. Mais malheureusement, il sera arrêté 1 an plus tard. Dès qu'il sort de prison, et tous ses amis... Boli s'est vidé des Arméniens. Ils ont tous été déjà... On est en 1916. Voilà, on est en 1916. Alors, donc, le plus important, c'est qu'ensuite, quand il va revenir, il a été ensuite déporté. Bon, c'est une histoire terrible, mais il reste vivant et il peut revenir. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette publication, c'est le premier livre qui est consacré aux événements, au génocide des Arméniens. C'est le mémorial du 24 avril. C'est un ouvrage qui a été écrit en 1919. C'est-à-dire que les réfugiés sont à peine en train de revenir. L'armistice date d'il y a à peine quelques mois. Et les quelques rescapés, là, décident de commémorer le 24 avril. Et décident de commémorer le 24 avril. Pour la première fois, ce groupe de rescapés demande à Théotigue de préparer un livre dans lequel il va mettre les biographies de toutes ces personnes qui ont été enlevées en une nuit. Dans cette nuit du 24 au 25 avril, donc dans la nuit du dimanche rouge, puisque on appelait le dimanche rouge, enfin pour les Arméniens, c'est le 3e dimanche après Pâques. Et donc dans cette nuit, mais cela vous le savez, on a emmené toutes ces personnes. Et c'est la première commémoration du 24 avril, le 24 avril 1919. Et donc, à cette occasion, paraît ce mémorial en arménien, dont la couverture est ainsi, Hushartsan Abril Lasnemegi, puisqu'il y a une différence entre l'ancien et le nouveau calendrier. Et c'est un livre qui comprend 2 parties. Une première partie dans laquelle vous avez des biographies. Et donc, on sait qui a été arrêté, parce que le 24 avril, ce n'est pas une date... pour nous, aujourd'hui, elle est floue, elle est juste symbolique, mais ce sont des gens, ce sont des vies qui ont été emportées, et on peut lire, on peut voir qui ils étaient. On peut retrouver leur nom. Alors, donc ça, c'est donc c'est un document, très très important. La collection Diaspora des éditions Parenthèses, le mémorial du 24 avril. Voilà, le mémorial du 24 avril, qui a un lien avec
la publication précédente, oui, qui était le livre de Shavash Missakian, Face à l'innommable, dont Théotigue parle dans ses almanachs d'ailleurs, et qui lui a donc survécu, que en France on connaît puisqu'il a été le fondateur du journal Harach, dont sa fille Arpik Missakian a pris la suite, et qui a tenu à publier ce texte, qui est un texte exceptionnel de Shavash Missakian. C'est son témoignage qu'il a écrit en réponse à la parution d'un texte du policier turc qui s'appelait Ali Riza et qui était le policier qu'il avait arrêté et torturé. Et donc Shavash Missakian, quand ce policier fait paraître ses mémoires en turc, apprend que ces mémoires sont parues et qu'il raconte sa version donc des événements. Shavash Missakian est obligé, on lui dit, il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives, tu ne peux pas ne pas répondre. Et vous l'avez publié également en langue arménienne. Alors ce livre est publié en bilingue, il y a une version en français et une version en arménien. Ce qui était très important, c'était le vœu d'Arpik Missakian, qui n'avait pas pu le faire parce que faire un quotidien pendant des années et le tenir comme ça à bout de bras jusqu'à la fin de sa vie, c'est un tour de force. Ce sont des personnes comme Arpik Missakian ou Shavash Missakian ou Théotigue, ce sont quelque part des héros fondateurs. Je pense que ce sont des gens sur qui on peut s'appuyer et qui nous donnent la force de faire les choses. Et ce sont des personnes pour nous, faire un travail, les étudier et faire des livres, c'est un grand bonheur. Et des héros fondateurs qui ont inspiré aussi tous ceux que vous êtes aujourd'hui autour de cette table, puisque vous continuez en quelque sorte le travail initié par ces hommes et ces femmes à l'association Aram, évidemment que vous aussi vous continuez le travail d'archivage, alors initié par ce Théotigue. Donc ça, c'est les 2 dernières publications des éditions Parenthèses dans la collection Diasporale. Donc Théotigue, Mémorial du 24 avril et le texte de Shavash Missakian, donc Face à l'innommable. Évidemment, ces livres, on les retrouve au Salon du Livre avec de nombreux autres titres des éditions Parenthèses qui, alors là c'est juste un avis personnel, qui sont toujours des livres magnifiques qu'on a envie de posséder parce que vous choisissez toujours des couvertures et des illustrations pleines d'émotions, très justes et voilà, ce sont vraiment... C'est le travail graphique de l'éditeur. Je voulais juste vous dire quelque chose. Quand je réfléchissais en venant, je me suis dit, mais en fait à Alfortville il y a une rue Étienne Dolé. Et Étienne Dolé, c'est vraiment l'exemple de la liberté de penser. Et Étienne Dolé est cité là, en 1919, dans l'introduction du livre de Théotigue, par Tigran Zaven. Tigran Zaven, si vous voulez savoir qui c'était un journaliste, quelqu'un de très important qui a fait beaucoup de choses et sur lequel Anaïd Termination a écrit un magnifique article, un magnifique texte. Et il a titré sa préface « Le triomphe de la pensée ». Et je pense que c'est ce qui nous réunit tous ici. Notre travail à tous, c'est de lutter pour la vérité, pour la liberté et la liberté de penser. Et c'est ce que faisait. Et donc Tigran Zaven dit, souvenez-vous des Giordano Bruno, des Étienne Dolé, ces esprits libres qui se révoltèrent au Moyen-Âge. La boucle est bouclée. Donc on revient à Alfortville avec cette préface du livre de Théotigue. Alors oui, Jacques Lucien. Oui, je voulais dire juste une petite chose en écoutant Oli, c'est que après la rupture, assez rapidement s'est reconstituée une ruche et qui, à travers tous ces livres, fabrique du miel. Oli est une des abeilles reines, mais il y en a beaucoup dans la communauté et ça, c'est vraiment encourageant. Voilà, merci. C'était une belle phrase qui nous amène tout doucement vers la conclusion de cette émission. Alors on va rappeler le programme de ces 2 jours avec Zerkevorkian, que nos auditeurs sachent bien ce qu'ils vont trouver aujourd'hui et demain et à quelle heure, parce qu'il y a aussi une conférence ce soir. Exactement, ce soir conférence à 18h donc dans la salle du pôle culturel par l'association Alam, donc sur l'importance de la numérisation pour la communauté arménienne. Donc c'est là qu'on va pouvoir... Exactement. Il va y avoir une vidéo qui a été faite à l'occasion donc de ce salon du livre qui présente l'association arménienne Alam, qui va être faite aussi de façon innovante puisque c'est leur première fois.
Donc ensuite, demain, les 2 jours où on a la collecte de documents, donc je le rappelle, collecte de documents faite par l'association Alam. Et dimanche, donc l'atelier de bande dessinée animé par Stéphane Torossian de 14h à 17h. Et à 17h, le jury qui va choisir donc le concours, enfin le jury qui va délibérer et puis choisir la BD gagnante, on va dire, voilà. Mais voilà. Et tout le week-end, donc on tout peut le venir week-end. voir Les 1500, voilà, les 1500 titres de livres en arménien, en turc, en français. Et donc également la partie numérique qui sera disponible au public. Avant de vous donner la parole, Yalvan Baravian, pour conclure, Sophie Agopian, c'est important ce que disait tout à l'heure Ouri Barjabedian, des livres qui viennent du Liban, qui viennent de Turquie, alors les éditions Arras, les éditions Giligia d'Alep, donc beaucoup de livres pour enfants, je voulais qu'on fasse une parenthèse quand même. Oui, on a beaucoup de livres pour enfants, malheureusement Giligia n'existe plus à Alep et on n'arrive plus à avoir des livres qui à ce jour sont édités en Syrie, mais Aras qui a édité le Petit Prince Pokri Ishran en arménien, magnifique livre. On a des livres aussi pour enfants venant d'Arménie. Donc en arménien occidental et en arménien oriental. Voilà. Pour tous les lecteurs. Je voudrais par contre profiter de cette occasion pour lancer un appel aux auteurs arméniens qui éditent dans des petites ou à compte d'auteurs, dans des petites structures qu'on n'arrive pas à contacter, à qui on envoie les commandes mais qui ne sont même pas disponibles au téléphone, de nous signaler quand ils font paraître et comment s'en procurer leurs livres, parce que c'est très compliqué cet aspect. Pour pouvoir avoir tous les livres. Un tout dernier mot très court, parce que cette émission vraiment arrive à son terme. 2 messages. Preuve en est du vrai succès d'Arménie Livre. Il y a une vraie couverture presse cette année. Donc il y a eu l'article du Parisien hier, qui a été publié. Il y a eu France Bleu et France 3 qui vont publier là aussi un article sur Arménie Livre. Publier un reportage. Voilà, un reportage. Il y a donc la télévision arménienne qui a prévu de faire un reportage aussi demain. Et on attend aussi peut-être une radio nationale aussi peut-être aujourd'hui. Et dernier message, merci à tous les bénévoles, à la commission et à vous tous de faire de cet Arménie Livre un vrai outil de diffusion et de promotion de la culture arménienne. Eh bien, merci. Merci à Radio Ré. Félicitations à vous tous, mesdames et messieurs, pour la réalisation et cette 12e édition d'Arménie Livre. Et bon vent à l'association Aram et aux éditions Parenthèses. Et nous invitons donc tous nos auditeurs à se rendre en nombre aujourd'hui et demain au pôle culturel d'Alfortville, dans la salle de convivialité, pour découvrir tout ce dont on vient de parler. Merci, au revoir.
Carte sur table. Une émission proposée par Alp FM.